Bonjour. Donc, bon là, on a été invité donc à faire une présentation un petit peu autour des acteurs et des indicateurs d'activité biologique des sols. Donc, pour ma part, plutôt sur les micro-organismes. Et ensuite, Céline Pelosi, donc ma collègue de Versailles, viendra vous parler des vers de terre. Donc, bon, moi, je ne vais pas me revendiquer comme un scientifique vraiment travaillant sur la vie biologique et l'activité biologique des sols. Donc, bon, si je fais quelques impairs par rapport à des spécialistes qui pourraient être là, ne m'en tenez pas trop rigueur. Voilà, cet exposé, c'était plutôt pour une sensibilisation, une introduction. Donc, peut-être que pour certains, ce sera un petit peu rébarbatif par rapport à d'autres connaissances. Et puis, il y aura, j'espère, quand même pas mal de choses nouvelles pour la plupart d'entre vous. Donc, je sais pas me prendre trop les... C'est bon. Voilà, donc ça serait bien quand même qu'on puisse tous un petit peu recontextualiser donc, tous ces projets Casagro quand même en mettant quand même un peu la matrice sol un peu au centre quand même de nos problématiques. Bon, le sol, c'est quand même une interface aujourd'hui quand même essentielle dans la biosphère terrestre. Elle est à l'interface d'autres écosystèmes comme l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Et elle gère notamment, donc voilà, un rôle tampon assez important par rapport à pas mal de fonctions donc, dans l'environnement, notamment dans des échanges atmosphère-hydrosphère. Donc par rapport à ça, bon, ce qu'il faut voir, c'est quand même que le sol, il souffre d'un gros manque de législation par rapport à sa protection, contrairement au système aquatique ou même à l'atmosphère. Et même si depuis longtemps, même au niveau européen, il était question un petit peu d'une sorte de directive cadre sol, on appelait ça la stratégie thématique pour la protection des sols au niveau européen, qui avait été mise en place en 2006. Et bien celle-ci a été malheureusement abandonnée, elle a avorté dans les années 2010, il me semble. Et aujourd'hui, on est encore un petit peu à la recherche justement de faire passer des choses en termes de protection des sols qui ne sont pas une ressource quand même renouvelable facilement. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le sol, avant tout, avant d'héberger une certaine biodiversité dont on parlera tout à l'heure, c'est quand même avant tout donc, un habitat pour cette biodiversité, un habitat dynamique, et finalement une somme d'habitats imbriqués. Vous pouvez avoir des habitats microscopiques, comme les agrégats, là où on va avoir une mosaïque d'habitats pour une diversité microbienne faite de champignons, de bactéries, d'archées et d'autres organismes. Ensuite, vous pouvez avoir donc une somme d'agrégats qui vont vous former des mottes, ou alors former des environnements, ce qu'on appelle des domaines fonctionnels, comme par exemple la rhizosphère. Et bien sûr, ceci après va se répartir donc, au sein d'un profil de sol. Le profil de sol qui aujourd'hui souvent un peu passe à la trappe dans pas mal d'études. Voilà, certains vont se focaliser sur certains horizons. Bon, en biologie, on se focalise pas mal quand même sur l'horizon de surface, là où il y a plus d'énergie, plus de matière organique. Mais il ne faut pas oublier quand même que le sol, son pouvoir tampon, il l'a grâce à ses caractéristiques de son profil dans son intégralité. Donc, n'oubliez pas, hein, vraiment, je fais un appel pour ça, la diversité des types de sols qu'on peut avoir et l'importance de considérer un sol à l'échelle du profil. Voilà, donc en termes de biodiversité, bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les sols? Bon, ben, voilà, toutes ces petites bêtes plus ou moins bizarres. Donc si on commence un petit peu par les plus petites, on va avoir donc, les communautés microbiennes. Donc certains auparavant appelaient ça la microflore. Là, on parle aujourd'hui quand même de communautés microbiennes. Ça regroupe essentiellement les bactéries, les champignons, mais également les archébactéries, dont on parle de plus en plus. Ensuite, bon, ceux-là sont plusieurs millions d'espèces, plusieurs milliards d'individus, et en termes de biomasse, c'est loin d'être négligeable. Parfois, ils représentent à eux seuls, finalement, la majeure partie de la biomasse carbone, donc de la biomasse vivante d'un sol. Ensuite, vous avez un compartiment qui est assez peu connu, lui, la microfaune. Alors, assez peu connu en raison de difficultés d'études, en termes de culture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biologie moléculaire. Bon, c'est là aussi un compartiment qui est assez peu connu en termes de diversité moléculaire. C'est à savoir la microfaune. Donc la microfaune, ça regroupe un peu l'ensemble des protozoaires. Alors là, les protozoaires, ce sont des eucaryotes unicellulaires, par exemple, pour beaucoup d'entre eux. Et également, vous avez en microfaune les nématodes. Bon, bah, ces organismes ont principalement un rôle quand même de régulateur. Ils régulent en fait l'abondance justement des micro-organismes. Donc ce sont leurs prédateurs. Ensuite, vous avez donc les compartiments qui sont quand même plus étudiés, tels que la mésofaune et de façon un peu plus importante en termes de taille, la macrofaune, avec bon, les fameux vers de terre, dont on verra des exemples tout à l'heure, et qui regroupent bon, bah, des colamboles et acariens pour les plus petits, une grande diversité d'insectes, d'arachnides, de crustacés. Et donc là, ben, en termes de diversité, c'est beaucoup moins diversifié que les micro-organismes, ainsi qu'en termes d'individus également,
on a plutôt quelques milliers d'individus, avec quelques milliers d'espèces. Mais en termes de biomasse, ça peut représenter des quantités relativement importantes, notamment avec le compartiment et la biomasse des annélides des vers de terre. Donc tout à l'heure, je disais que ces micro-organismes, voilà, ils vont interagir également, ces espèces, bien sûr, elles ne sont pas isolées les unes des autres dans des boîtes comme j'ai pu le représenter ici, elles sont en interaction pour réaliser des fonctions qu'on verra tout à l'heure. Et les micro-organismes, finalement, vont être consommés par différents organismes, différents organismes de plus grande taille, donc majoritairement la microfaune, mais également la mésofaune, et d'une façon un petit peu moindre également, par exemple, par rapport aux vers de terre qui pourraient consommer en fait certains champignons en mangeant les résidus de récolte, qui s'intéresseraient finalement à certains champignons qui poussent sur ces résidus de récolte, plus qu'aux résidus de récolte lui-même. Alors en termes de fonctions, ces organismes interagissent pour réaliser différentes activités qui vont contribuer à des fonctions. On parle aujourd'hui pas mal de fonctions écosystémiques. Et finalement, après, la somme de ces fonctions peuvent permettre d'assurer, ce qui est de plus en plus à la mode, des services. Donc là, j'ai tenté de catégoriser ceci en quatre grandes fonctions, que sont le recyclage des nutriments, la transformation du carbone, donc qui sont associés un petit peu l'une à l'autre, transformation de la matière organique qui peut relarguer des nutriments. Ceci principalement assuré donc, par les micro-organismes et également la mésofaune. Mais ceci finalement découle également de la dégradation, fragmentation initiale des litières, par notamment la macrofaune, dont les lombriques, mais également d'autres organismes de la macrofaune, détritiques, qui peuvent assurer cette fonction. Et vous avez d'autres fonctions un petit peu plus périphériques, mais qui ont de plus en plus, qui relèvent de plus en plus d'importance, notamment dans la lutte biologique, que sont les fonctions de régulation qu'ont certaines populations biologiques. Ici, j'ai oublié des micro-organismes, je me rends compte. Il ne faut pas les oublier, les micro-organismes. Ce matin, Laetitia nous l'a bien illustré avec la fonction un peu de rôle barrière des communautés microbiennes par rapport à l'implantation de pathogènes. Bon, vous avez différents organismes qui peuvent être utilisés en lutte biologique ici. Donc eux, c'est des fonctions plutôt de régulation dans l'écosystème. Donc ceci, ça nous amène finalement à une certaine catégorisation un petit peu stricte, en effet, comme l'a fait remarquer l'autre jour Céline quand je préparais un peu l'exposé, c'est que voilà, les ingénieurs chimiques d'un côté, les ingénieurs physiques de l'autre, bon, c'est loin d'être aussi caricatural que ça. Bien sûr, les vers de terre participent aussi à des fonctions d'ingénierie chimique du milieu, et les micro-organismes, notamment les champignons, je vais essayer de parler plus loin du micro, les champignons vont participer également à des fonctions de structuration du sol grâce à leurs ifs et en formant des agrégats. Voilà, donc un exemple ici de coopération de ces cohortes d'organismes dans les sols, peut-être vu au travers de la dégradation et du recyclage des matières organiques. Donc vous avez un fractionnement et une décomposition donc, de par la méso et la macrofaune, plutôt sur la gauche, et donc une coopération graduelle justement de certains micro-organismes, donc des champignons, des bactéries, pour ensuite finalement déboulonner un peu les molécules issues de la fragmentation primaire et déboulonner ces molécules en différents nutriments et rendre finalement les nutriments disponibles après à l'écosystème et notamment après dans un contexte agricole aux cultures par exemple. Voilà, donc alors maintenant on va se focaliser un petit peu plus sur les micro-organismes en parlant un petit peu de bioindicateurs. Donc on parle souvent de bioindicateurs, des fois un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer juste de recadrer un petit peu ce que peut être un bioindicateur et en quoi finalement les micro-organismes peuvent être de bons bioindicateurs. Bon, bioindicateurs de quoi? Des fois il faut se poser la question. Alors les micro-organismes, pourquoi déjà un bon bioindicateur? C'est parce qu'ils assurent quand même des rôles essentiels dans les fonctions des sols, donc ils permettent finalement, quand on trouve le bon paramètre à mesurer, d'avoir une sorte de proxy, un indicateur justement de la réponse peut-être d'une fonction. Ils sont en interaction également avec d'autres composantes biologiques des sols, comme les plantes et la mésofaune, donc voilà, rôle essentiel dans l'écosystème. Donc quelques rôles ont été listés ici par rapport à leur fonction. Bon, recyclage des nutriments, on a vu, la production alimentaire, c'est principalement par la symbiose avec les plantes, là on peut avoir l'exemple un peu des champignons mycorhiziens ou la fixation de l'azote. Structuration des sols, là c'est plutôt en coopération avec la macrofaune et plutôt pour les champignons. Capacité de dégradation des polluants, on en a parlé ce matin, les communautés microbiennes qui contribuent à dégrader notamment les pesticides. Et puis régulation des organismes pathogènes, notamment le rôle barrière de certaines communautés qui est vraiment au cœur de certaines recherches par rapport à la lutte notamment contre les champignons épiphytes. Voilà, ensuite le rôle bioindicateur par rapport à leur capacité de répondre rapidement aux changements et au stress du milieu. Bon, les micro-organismes sont des très très petits organismes avec un temps de génération très rapide. Par conséquent, en fait, leur réponse au stress est également elle-même très rapide par rapport à d'autres organismes.
également une grande diversité des métabolismes et de ce fait une grande sensibilité à différents stress. Vous allez avoir tels métabolismes qui sont connus qui pourront être affectés par des pesticides, plutôt d'autres métabolismes qui pourront être affectés par des métaux, d'autres encore par des antibiotiques. Donc en fait, dans le rôle indicateur, voilà, il faut se poser la question de, parfois, bon là, je prends l'exemple de l'écotox avec des contaminants, ça peut être la même chose avec des pratiques, il y aura certains organismes qui répondront plus au labour que d'autres. Donc voilà, il faut se poser la question de l'indicateur de quel stress, justement quel organisme ou quelle fonction je vais regarder par rapport à ce stress qui serait le meilleur moyen d'indiquer une perturbation du milieu. Ensuite, également, un accès à différents niveaux d'échelle biologique, c'est-à-dire que les micro-organismes, on peut travailler sur des souches microbiennes que l'on a isolées, les caractériser au niveau de leur métabolisme, s'en servir comme des espèces modèles dans des bioessais par exemple, mais également avoir une approche avec beaucoup moins d'a priori, finalement plutôt issue de suivi de sites, comme on a pu le faire au sein du RMT, avec des approches communautés, où là, voilà, on essaye d'avoir des indicateurs un peu de certaines caractéristiques des communautés, pour en suivre la dynamique, et pour comprendre éventuellement le déterminisme, c'est-à-dire l'influence en fait de certaines pratiques sur cette diversité, voire éventuellement sur des fonctions qu'elle peut réaliser. Alors, voilà, tout à l'heure je parlais un peu d'indicateurs. Voilà. Qu'est-ce que va être un bon bioindicateur? Qu'est-ce qu'un bioindicateur, on pourrait dire, parfait? Alors déjà, les caractéristiques du bioindicateur parfait, bon, il faut qu'il soit sensible, bien sûr, pour déceler rapidement en termes de temps, mais également à de faibles doses des changements. Donc une réponse qui peut être observée sur un indicateur avant que les fonctions finalement ne soient affectées, pour pouvoir avoir finalement agir suffisamment tôt en termes on va dire, de questionnement de gestionnaire par exemple. Il doit également être spécifique et robuste. Alors spécifique et robuste, c'est-à-dire que l'indicateur doit répondre spécifiquement au stress régulier. Si on veut un indicateur par exemple des effets des métaux dans les milieux, il ne faut pas avoir un indicateur qui va répondre dès que la courbe va passer ou alors dès que le pH va changer de 0,5 unité. Sinon, voilà, on est vraiment fortement affecté après par les variations des facteurs confondants, des facteurs pédoclimatiques. Et donc ça, finalement, c'est la notion de robustesse. C'est-à-dire que l'indicateur, il faut qu'il soit relativement peu influencé par tous ces facteurs confondants, les facteurs du milieu, la matière organique, le pH, la texture du sol. Bon, ça c'est bien entendu quasiment assez utopiste, malheureusement. On a souvent, voilà, il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on puisse décorréler un peu ces effets des facteurs confondants par rapport aux effets du milieu. On verra qu'il y a d'autres solutions également, notamment les référentiels. Alors justement, on a d'autres caractéristiques. L'indicateur doit être pertinent par rapport à la composante visée du fonctionnement du sol. Les micro-organismes assurent des fonctions essentielles. Dans ce sens-là, ils sont pertinents par rapport à cette notion d'indicateur. Mesurable de manière fiable, reproductible et finalement accessible à un coût raisonnable. Plus l'indicateur va être accessible à un coût raisonnable aujourd'hui, je pense que plus de personnes pourront y avoir accès et finalement il sera démocratisé. Ceci va également avec le fait qu'on aura une base de données abondante et bien enrichie par rapport à ces variations et par conséquent la possibilité d'établir des référentiels solides et robustes. Et enfin, interprétable, interprétable justement, il faut disposer de référentiels. Aujourd'hui, bon, souvent on parle d'indicateurs, mais rarement ces indicateurs, en tout cas au niveau microbien, ont des référentiels. Bon, nous on a des collègues avec OSIS au sein de la plateforme Bioquément qui travaillent à ceci, à cette question de référentiel par rapport aux activités enzymatiques. On verra un petit peu tout à l'heure, mais voilà, cette question de référentiel, c'est des restrictions aujourd'hui, parce que dans bien des cas, finalement, on est toujours un peu comment dire, à se casser la tête, à essayer de trouver une sorte de référence témoin près de notre système qu'on étudie pour se dire, voilà, on compare nos résultats par rapport à quelque chose à côté. Bon, c'est vraiment pas toujours faisable, et puis le témoin, après tout, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est vraiment témoin? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme indicateur? Qu'est-ce qu'on peut quantifier au sein des communautés microbiennes? On peut déjà décomposer les communautés microbiennes avec trois grandes caractéristiques qui leur sont propres, hein, comme toute communauté finalement d'organismes, c'est-à-dire une structure et une diversité, des effectifs, des abondances, et des activités. Donc, les perturbations du milieu, telles que les pratiques ou les contaminations, vont affecter une ou plusieurs de ces caractéristiques, et potentiellement affecter les processus fonctionnels qui vont en découler. Alors, qu'est-ce qui est mesurable? Bon, bien entendu, au niveau de ces communautés, on peut mesurer des aspects tels que la biomasse, des abondances, de la diversité. On peut s'intéresser aux communautés totales, microbiennes, totales bactériennes, totales fongiques, ou alors aller, par exemple, si on s'intéresse aux mycotoxines, se focaliser justement, si on les connaît, sur des
communautés spécifiques, celles qui vont produire des mycotoxines par exemple, ou alors les communautés spécifiques du cycle de l'azote pour les bactéries. Et également mesurer donc, des activités donc, qui peuvent être réelles selon les techniques qu'on utilise, hein, des traçages isotopiques, ça c'est très pointu mais c'est très coûteux, et pour faire traiter de nombreux échantillons c'est pas évident, ou alors plutôt se mettre dans des conditions de bioessai de laboratoire et travailler sur des activités potentielles. Donc justement, finalement, que quantifier dans tout ça, bon, c'est également par rapport à la question et puis par rapport aux capacités analytiques que l'on va disposer et aux méthodes. Alors pour avoir un petit aperçu des différentes méthodes, on va dire classiques qu'il peut y avoir, c'est loin d'être exhaustif, hein, mais c'est un petit aperçu. Donc suite à l'échantillonnage, alors déjà souvent en microbiologie, surtout si on travaille sur les indicateurs d'activité et potentiel métabolique microbien, on travaille sur des échantillons frais. On n'aime pas trop congeler nos échantillons, on n'aime pas trop les sécher. On se dit que c'est pas forcément bon pour la représentativité de l'activité biologique à un temps T donné. Donc on travaille sur des échantillons frais. Donc suite au prélèvement, un échantillon frais, ben, c'est un échantillon qui arrive le plus rapidement possible au laboratoire. Il ne faut pas qu'il arrive une semaine après, quoi. Il faut qu'il soit conservé bien sûr plutôt au frais, voire à la température du sol lorsqu'il est prélevé. Puis s'il peut arriver sous 24-48 heures, voire 72 heures au labo, c'est mieux. Donc c'est quand même pas mal de contraintes et de gestion. Voilà, le jour où l'échantillonnage est fait, si 150 échantillons arrivent, bon, vous comprenez bien que ce n'est pas forcément réalisable, donc on essaye de sectionner l'échantillonnage et les analyses. Voilà, donc ces analyses, bon, elles peuvent concerner les potentiels métaboliques avec différentes méthodes permettant d'évaluer la minéralisation du carbone, soit une source de carbone, soit une multitude de sources de carbone. Comme ça, on peut avoir accès à une sorte de diversité métabolique liée au recyclage du carbone, aux dégradations des sources carbonées. Également, minéralisation de l'azote, pareil, selon la source d'azote qu'on utilise. Également des mesures d'activité enzymatique, on verra un exemple par la suite qui a été réalisé dans le cadre du projet Casagro. Donc ces mesures d'activité enzymatique, c'est des enzymes en fait plus ou moins libres dans le sol qui vont être impliquées dans différents cycles des nutriments, azote, phosphore, soufre et carbone. Et également, ce que l'on peut faire et qui est de moins en moins fait malheureusement, c'est l'approche un peu classique pastorienne d'isolement de souches d'intérêt. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on va en parler tout à l'heure, hein, la métagénomique c'est très bien, mais bon, quand on a une séquence, voilà, si on n'a pas le génome complet, c'est rarement accessible quand même. L'isolement de souche a quand même plein d'avantages, hein, c'est-à-dire que là, on va vraiment avoir notre organisme, on va pouvoir l'observer, le décrire à plein de niveaux génétiques, métaboliques, potentiels certes, c'est en culture, mais avoir accès à des informations sur des capacités de dégradation de polluants, de synthèse d'antibiotiques, étudier la mycorrhization par exemple sur des champignons, production également de métabolites d'intérêt. Donc voilà, cette approche d'isolement de souche doit continuer aujourd'hui malgré en effet le boom des approches chimiques, et cette microbiologie un petit peu dérive des approches pastoriennes est essentielle quand même à mon sens pour bien comprendre et bien décrire un petit peu les organismes qu'on a. Les bactéries et les champignons ont une versatilité métabolique folle selon les conditions environnementales, et c'est pas parce qu'on a un taxon basé sur une séquence génétique présente qu'elle va assurer la même fonction dans deux milieux avec des conditions différentes. Voilà, donc en termes maintenant plutôt d'approche en effet avec des omiques, hein, dont on en a beaucoup plus parlé. Donc là, ça peut être un petit peu différent en termes d'échantillonnage et d'analyse, parce que là, les techniques aujourd'hui, et les collègues qui travaillent dessus, notamment par exemple la plateforme Génosol de Dijon, ont mis au point en fait des protocoles qui peuvent permettre la congélation de l'échantillon. Donc ça peut permettre en effet d'avoir des campagnes d'échantillonnage, de congeler des échantillons aux périodes d'échantillonnage assez intensifs, et par la suite après de répartir les analyses sur le reste de l'année. Donc là, différentes analyses peuvent être faites à partir de l'extraction des ADN ou des ARN totaux des sols, des PCR quantitatives, comme Laetitia en a parlé ce matin par exemple, appliquées aux champignons. On peut cibler des gènes taxonomiques, donc pour savoir si c'est Pseudomonas, Aspergillus ou Rhizobium qu'on a, ou alors par exemple s'intéresser à des gènes fonctionnels. On verra un exemple tout à l'heure pour savoir si on a telle abondance, tel potentiel fonctionnel, par exemple pour la nitrification ou pour la production de toxines. Je ne sais pas cibler des gènes des producteurs de toxines aussi. Voilà. Et enfin, donc, les approches notamment de séquençage au débit. Donc là, c'est plus des approches finalement qui vont remplacer ce qui se faisait dans les années 2000 avec les empreintes génétiques. Hein. Tout le monde a peut-être, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des approches RISA, des approches des GGE, ce genre de choses. Aujourd'hui, bon, voilà, on passe par des approches plutôt de séquençage au débit qui permettent d'avoir accès quand même à la diversité profonde des communautés
et plus utilisé par des écologues, mais voilà, certains écologues arrivent à démocratiser ces approches pour des notions de bioindicateurs, notamment par rapport aux pratiques. Alors, parmi toutes ces méthodes, certaines, pas toutes, mais certaines sont normalisées. Bon, l'avantage des normes, après, ça on peut en discuter d'un point de vue recherche. Des fois, il faut quand même savoir pouvoir s'affranchir du carcan un peu des normes, des fois un peu trop restrictif. Mais en tout cas, les normes peuvent avoir le mérite, en tout cas, du fait que tout le monde ferait la même chose. Protocole similaire, comparable, par conséquent, résultat comparable. Et ça, c'est ce qui pourrait être intéressant. Bon, l'exemple des omics aujourd'hui est quand même loin d'être normalisé, les méthodes évoluent continuellement, d'année en année, le séquençage change de technique, donc par conséquent, les résultats qui ont été obtenus il y a 10 ans sont peut-être aujourd'hui difficilement comparables avec les résultats plus récents aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu le problème. Donc là, c'est un petit listing sur lequel vous pourrez vous référer, il y a plein d'autres normes, hein, vous pouvez les consulter sur Internet. Voilà. Alors, quelques exemples, par exemple, si on s'intéresse un peu au suivi des indicateurs, par exemple par rapport au cycle de l'azote, voilà. Pourquoi quantifier? Bon, généralement, c'est vrai que quand on parle d'indicateur, on va quantifier rarement un seul indicateur. C'est souvent une somme de différents indicateurs, ou plus précisément peut-être une somme de biomarqueurs que l'on va quantifier. Les biomarqueurs peuvent être des activités enzymatiques, peuvent être un gène, et après, en assemblant finalement ces différents biomarqueurs, c'est là qu'on va sortir un indicateur. Donc, en termes d'activités, par exemple, propres au cycle de l'azote et leur interaction, les effets des contaminants sur ces activités, bon, au travers un peu d'analyse bibliographique, ce que l'on peut observer, c'est qu'on va avoir des activités qui vont être plus ou moins sensibles aux contaminants. Je parle bien de sensibilité ici. À savoir, par exemple, la nitrification et la fixation d'azote, qui sont connues pour être plus sensibles que d'autres activités, comme les enzymes, par exemple, comme l'uréase de la peptidase, ou voire la dénitrification ou l'ammonification des sols. L'ammonification, c'est finalement la dégradation de l'azote organique en azote minéral, NH4. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce gradient un peu de sensibilité? Certains auteurs l'expliquent finalement par une différence de diversité au sein des communautés qui sont derrière ces fonctions. À savoir que les communautés souvent inféodées à la nitrification ou à la fixation d'azote sont souvent beaucoup moins diversifiées finalement que les communautés assurant la production d'enzymes ou la dénitrification qui, elles, ont des organismes beaucoup plus diversifiés. Par conséquent, quand vous avez un stress, si vous avez une communauté très diversifiée qui assure cette fonction, vous allez toujours avoir certains organismes qui vont tolérer ce stress, voire y résister, et donc finalement pouvoir continuer à assurer la fonction. En revanche, si vous avez une communauté faiblement diversifiée, eh ben, il est possible que le stress touche des espèces, on va dire, clés, et par conséquent qu'on ait une diminution de cette fonction. Donc c'est principalement pour ça qu'on explique ces différences de sensibilité. Alors, attention, là, je n'ai pas forcément indiqué ce qu'on pourrait appeler la spécificité ou la robustesse par rapport aux facteurs du milieu. Et en fait, ce qui est assez embêtant à ce niveau-là, c'est que pour pas mal d'activités microbiennes, on va dire que la sensibilité est inversement proportionnelle à la robustesse de ces activités par rapport au milieu. Par exemple, la nitrification est une activité extrêmement sensible au pH, donc c'est assez problématique si on n'a pas forcément des sols assez proches en pH. Pareil pour la fixation d'azote. A l'inverse, la modification, la nitrification, elles, sont des activités qui sont un peu moins influencées par exemple par le pH. Voilà, bien sûr, après les variations des teneurs en matière organique du milieu et les fertilisants peuvent également modifier cette hiérarchie de sensibilité. Bien entendu, voilà, vous avez des communautés qui vont alors subir différents stress, ou alors la matière organique qui peuvent moduler, tamponner finalement les effets des contaminants et la diminuer. Alors, en parallèle de ces mesures d'activité, il est aussi possible de suivre l'abondance fonctionnelle de ces groupes en s'intéressant finalement aux différents gènes qui sont impliqués dans telle ou telle étape. Les gènes de la dénitrification, les gènes de la nitrification, de la fixation d'azote. Vous pouvez les suivre donc en extrayant les ADN et en quantifiant cela par qPCR. Et donc cela peut vous fournir des informations éventuellement donc, complémentaires sur un pool global qui ne s'exprimerait pas forcément dans les conditions observées au milieu et donc dans les mesures d'activité réalisées. Voilà. Alors bien entendu, en termes d'interprétation après des résultats, bah, c'est ce que je vous disais, voilà, si on a des indicateurs qui malheureusement sont plus ou moins robustes, si on déploie ces indicateurs à l'échelle du territoire français, ici est représentée finalement une carte pédo des sols, donc vous voyez un petit peu la diversité qu'il peut y avoir. Vous vous doutez que derrière, les indicateurs ils vont fortement justement évoluer, être modulés par cela. Là-dessus, on peut rajouter également l'occupation du sol, c'est-à-dire pour un même type de sol, entre un sol forestier, un sol sous prairie ou un sol sous culture, on va avoir également de profonds effets sur la diversité ou l'activité des communautés microbiennes. Et donc tout ceci pour en venir finalement à la notion de référentiel qui pour moi vraiment est
aujourd'hui un point vraiment clé dans ces approches de bioindicateurs, c'est-à-dire qu'il nous faut vraiment des référentiels. Alors, j'ai pas la réponse. Hein. Les référentiels à l'échelle nationale, je ne sais pas, Nathalie, peut-être pourra tout à l'heure en parler si on y vient à la table ronde, mais à l'échelle nationale, vu la diversité et l'hétérogénéité, ne serait-ce que sur le RMT qu'on va présenter Laurence avec une gradient pH et tout, c'est peut-être pas forcément possible. On aura des valeurs limites, maximum, minimum, mais ça ne va pas dire grand-chose. Peut-être qu'il faut avoir un grain un peu plus fin de définition de ces référentiels par rapport à des référentiels plus locaux, voire des écorégions. Voilà. C'est vraiment un débat sur lequel il faut se pencher, il faut faire avancer les choses, parce que si on a des indicateurs qui varient selon certaines pratiques, en quoi un pourcentage de variation ou un niveau d'activité dû à une certaine pratique va pouvoir nous alerter si on n'a pas de référentiel auquel le comparer. Alors maintenant, on va voir quelques exemples assez rapidement de réponses de différents indicateurs selon différentes pratiques. Donc différents indicateurs ici, puis des pratiques comme le travail du sol, les amendements, les pesticides ou plus globalement les systèmes de culture, parce qu'aujourd'hui finalement, quand on s'intéresse à comparer des sites, on compare avant tout des systèmes de culture plus que des pratiques isolées les unes des autres. Après, ce sont le nombre d'analyses qui peuvent nous permettre, au travers d'approches multivariées, de décorréler éventuellement les effets de certaines pratiques par rapport à d'autres, mais ça, c'est plus les analyses statistiques qui vont nous faire parler de ceci. Voilà, donc un premier exemple issu d'une étude qui avait été réalisée donc, sur le site de la cage. Donc c'était une étude coordonnée par des gens de Montpellier, auquel des gens du laboratoire avaient participé, sur une analyse un peu comparative de différents systèmes de culture conventionnels, biologiques, et un système sans travail du sol. Donc ce système avait été lancé en 1999 au niveau de l'étude qui avait été réalisée, je crois, en 2011. Donc c'était un système qui avait plus de 10 ans de passif. Voilà, et le système s'intéressait donc à différents organismes, justement du sol, les micro-organismes, des décomposeurs, mais également d'autres organismes, de la macrofaune. Donc, bon, ce graphe est assez compliqué, on va essayer d'aller assez vite dessus. C'est juste pour vous illustrer, en fait, une sorte d'indice de réponse, de comparaison de système. C'est-à-dire que les points en rouge, finalement, les valeurs obtenues en système conventionnel ont été comparées au système sans travail du sol. Conservation, c'est pour sans travail du sol. Voilà, donc si vous avez un décalage en positif, ça veut dire que finalement, le système de conservation amène une plus-value sur l'indicateur par rapport au système conventionnel. La même chose en vert, où le système biologique amène-t-il une plus-value si on est en positif ou si on est en négatif par rapport aux valeurs obtenues en conventionnel. Bon, ce que vous pouvez voir par rapport à la médiane au 0 ici, c'est que globalement, que ce soit le système de conservation sans travail du sol, mais certes avec peut-être quelques phytos, mais une couverture permanente du sol, ou alors le système biologique, qui lui par contre n'a pas de phyto, mais n'a pas une couverture forcément permanente du milieu, vous avez quand même par rapport au conventionnel un effet qui est quand même bénéfique globalement sur la diversité taxonomique du milieu. Là je parle bien de diversité taxonomique, je ne parle pas de fonction assurée éventuellement pour l'écosystème. Donc si on s'intéresse à certains groupes plus en particulier, par exemple les micro-organismes, si on est sur les bactéries totales ou les champignons totaux, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en système, finalement, le système qui va le plus augmenter par rapport au conventionnel, la biomasse ou l'abondance bactérienne ou fongique, c'est le non-travail du sol. Vous avez également pour les bactéries un effet significatif du système biologique sur l'abondance bactérienne. Si on s'intéresse un petit peu précisément à différents taxons maintenant au sein de cette diversité bactérienne, c'est-à-dire que là, maintenant, la QPCR s'est intéressée à cibler donc l'ensemble des protéobactéries, l'ensemble des acidobactéries, des actinos, des bactéroïdètes et j'en passe. Donc là, c'est une sorte d'accès un peu à la diversité microbienne. Bon, ça n'est pas du séquençage. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que certains systèmes vont avoir des effets à certains moments, et que finalement, les systèmes qui ont les effets les plus systématiques, finalement, ça serait le système également donc, sans travail du sol, qui semblerait stimuler certains groupes. Bon, la stimulation est, je vous l'accorde, relativement faible, mais on aurait quand même donc un effet bénéfique, en tout cas, sur certains groupes microbiens. En ce qui concerne maintenant les régulateurs, je vous rappelle, ce sont des organismes de la microfaune qui peuvent consommer les bactéries ou les champignons. Alors vous avez ici par exemple les nématodes avec différentes familles de nématodes selon leur régime alimentaire. Donc là on n'est plus trop sur la taxonomie, on commence à être un peu plus sur du fonctionnel. Donc des bactérivores, des fongivores, des omnivores, bon,
et d'autres. Ce que vous pouvez voir, c'est que le système conventionnel est globalement à un faible niveau d'abondance. En revanche, le système biologique, dans certains cas, va stimuler fortement certains groupes. Vous avez par exemple les phytophages ici, mais également les bactérivores, et il en est de même, et dans des amplitudes un peu plus importantes encore, du système sans travail du sol. Vous avez une augmentation quand même assez conséquente pour certains groupes. Donc ici, on voit par exemple les bactérivores qui augmentent, alors qu'on avait vu les bactéries augmenter assez faiblement. Donc, ça, c'est quand même un effet qui découle de l'augmentation des bactéries. Les champignons, les fongivores qui augmentent particulièrement au système sans travail du sol. Bon, c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que tout à l'heure, dans la diapo d'avant, on n'avait pas forcément en termes de champignons d'augmentation dans le biologique. Le système biologique, finalement, est un système où il y a du travail du sol pour lutter contre les adventices. En conséquence, les champignons peuvent continuer à être stressés en termes de cassure des ifs et tout ça, alors que le système sans travail du sol stimule assez bien les champignons. Et en effet, on retrouve ça finalement sur le maillon trophique supérieur, les nématodes fongivores qui vont être également fortement stimulés plutôt en non-travail du sol. Voilà. Donc ça, c'était un petit exemple. Donc le système finalement sous couvert végétal favorise, de par ses entrées finalement de carbone, et indépendamment de la présence quand même de traitements phyto, pour gérer justement certains adventices, favorise quand même certaines fractions de cette biodiversité du sol. Enfin, en dernier, les abondances en fait, de certains taxa de la macrofaune. Je laisserai à Céline le plaisir de présenter ce qu'il en est pour les vers de terre par la suite. Là, on voit également donc, un effet soit du système biologique, mais de façon quand même plus importante du système de non-travail du sol. Donc, il semblerait indiquer que finalement la présence de couverts permanents et certainement également de présence de résidus de récolte en quantité un peu plus supérieure aux autres systèmes semblerait avoir quand même un effet d'influence assez important par rapport à d'autres pratiques comme les fertilisants ou les phytos. Voilà. Alors juste une petite parenthèse pour avoir une idée des pratico-pratiques pour l'agriculteur des rendements. Bon, en termes de système, bien sûr, le conventionnel, dans ce cas-là, bon, Christophe, si je me trompe, tu peux commenter ou réajuster. Le conventionnel, quand même, permettait d'avoir des rendements un petit peu supérieurs aux autres systèmes, mais on voyait qu'en tout cas, en termes de système biologique ou sans travail du sol, on avait des rendements relativement similaires. Également, après, en termes, par exemple, de services pour l'écosystème, en termes de stockage de carbone, bon, bah là, sans trop de surprise, on a un stockage de carbone qui peut être un peu plus important donc, au niveau du non-travail du sol. Alors j'apporte une petite nuance, c'est que ce stockage de carbone, en fait, il ne retrace que le stockage de carbone des horizons superficiels. Si on intègre le stockage de carbone sur les 50 premiers centimètres, les différences sont beaucoup moins marquées en fait, entre les différents systèmes. Alors bien sûr, en termes maintenant d'interaction un petit peu de ces différents paramètres, voilà, je ne vous ai pas présenté forcément l'influence de cette diversité, je vous dis qu'elle augmente quand on travaille du sol, sur par exemple les rendements. Ça paraît, voilà, c'est des choses en effet aujourd'hui qui sont en cours de recherche au sein des différentes communautés de chercheurs qui travaillent sur certaines communautés. C'est de voir un petit peu maintenant, à partir de cette taxonomie, comment essayer de dériver finalement des indicateurs plus fonctionnels pour éventuellement essayer de piloter cette diversité taxonomique pour essayer d'accomplir certaines fonctions et facile. Oui. Voilà, donc venons-en maintenant à Casagro proprement parlé. Donc on avait réalisé quelques suivis, notamment d'activités enzymatiques sur certaines parcelles du dispositif. Donc là, on a des pédoclimats très variés, comme vous l'a présenté Laurence ce matin. Alors, en termes de biomasse microbienne, ce que l'on observe en termes d'approche comparative entre les systèmes biologiques et conventionnels, on a une diminution donc, de la biomasse microbienne totale, carbone, en système conventionnel par rapport au système biologique. Et ce, indépendamment, finalement, de la grande variabilité pédologique et climatique qu'on a pu avoir. Donc, c'est quand même qu'on a un effet bénéfique à ce niveau-là. En ce qui concerne les activités enzymatiques, ce que l'on observe, alors là, c'était un exemple sur un site, on a globalement des diminutions donc, sur ce site assez continues, donc en tout cas des niveaux d'activité biologique qui sont inférieurs en système conventionnel par rapport au système biologique, et ce pour quand même certaines activités reliées à différents cycles. Par exemple, la bêta-glucosidase pour le cycle du carbone, cycle de l'azote avec la nitrification ou l'uréase, voilà. On n'observe pas ça pour le cycle du phosphore par exemple.
Alors quand on intègre un petit peu tout ça au niveau de l'intégralité des sites, et ben, ce que l'on voit, c'est qu'ici, on a des tendances à la diminution sur une approche qui est temporelle, hein, à différents temps de prélèvement, avril, juin et octobre. On a une diminution entre les systèmes biologiques et les systèmes conventionnels. Néanmoins, dans notre approche, là, on n'avait pas mis en évidence de résultats significatifs. Donc, on a une variabilité selon la saison, il faut maintenant affiner. Alors, le nombre de parcelles était limité, avec plus de parcelles, on a peut-être des choses un petit peu plus pertinentes. Sur le site de Bois-Neuville en particulier, là on avait mis en évidence des résultats significatifs, donc à certaines périodes, notamment au mois de juin. Voilà. Un dernier point sur les activités enzymatiques. En fait, tout à l'heure on a vu ces différentes activités prises les unes séparément aux autres. En fait, en s'intéressant on voit que ces activités diminuent toutes. Néanmoins, en s'intéressant au ratio entre ces activités, c'est-à-dire au ratio des activités qui vont être impliquées dans le cycle du carbone par rapport aux activités plutôt impliquées dans le cycle de l'azote, on peut avoir accès finalement à une autre information un peu plus fonctionnelle de notre milieu. C'est-à-dire, en s'intéressant à ce ratio, si ce ratio diminue, ça veut dire soit que l'activité liée à l'azote, qui est au dénominateur, a augmenté, soit que l'activité liée à l'acquisition de carbone, la glucosidase, qui est au numérateur, elle, a diminué. Et ceci, ça va avoir des implications en termes finalement d'interprétation, à savoir, si l'activité liée à l'azote augmente, c'est que les micro-organismes finalement sécrètent des enzymes pour acquérir cet azote. Ça veut dire que l'azote est potentiellement limitant à ce niveau-là. Et inversement, si l'activité liée au carbone, elle, diminue dans un milieu, ça veut dire justement que les micro-organismes pour acquérir ce carbone, finalement, font moins d'efforts parce que le carbone est beaucoup plus disponible que dans d'autres cas. Alors ici, par exemple, cette diminution d'activité entre le biologique et le conventionnel, ça a été observé également par d'autres personnes dans la littérature et il l'impliquerait plutôt à non pas à l'azote, mais plutôt à une diminution, des besoins en carbone en système biologique, parce que le carbone serait plus disponible pour la microbiologie. Voilà, donc petite première conclusion, donc quelle différence peut-on avoir au niveau activité et diversité due au système de culture conventionnel ou biologique? Donc on a des biomasses, des activités microbiennes qui sont généralement plus élevées en système biologique et zéro peste. Alors je ne dis pas ceci que par rapport à nos résultats. J'ai mis pas mal de références, il y a pas mal de méta-analyses en ce moment qui sortent sur le sujet, vous pouvez les trouver, et les résultats sont quand même assez génériques dans ce sens-là. La diversité taxonomique serait supérieure en système biologique par rapport au système conventionnel. Là, ce sont des approches également de séquençage au débit qui tendent à le montrer. Après, on peut s'intéresser justement à des potentielles limitations saisonnières de certains nutriments, en travaillant sur des activités enzymatiques par exemple. Alors, quels peuvent être les leviers agronomiques maintenant pour restaurer justement ce fonctionnement biologique des sols, au-delà un peu de la comparaison dichotomique conventionnelle biologique. Globalement, les apports organiques, comme on l'a vu tout à l'heure quand on avait un couvert du sol, en non-travail du sol, quand on a un couvert continu et puis les apports en matière organique, finalement, que ce soit des légumineuses, du fumier vert, du fumier organique, des résidus de culture, semblent quand même favoriser la restauration du fonctionnement biologique des sols, sa diversité, ses activités. Également, les rotations, la diversité des rotations, finalement, la diversité végétale qui pousse à la surface du sol, de par son action en termes de structuration du sol, en termes de production de différents exudats, va également elle-même stimuler cette diversité microbienne du sous-sol, justement, et donc lui permettre potentiellement d'être plus stable à de potentielles perturbations futures. Et enfin, par rapport à tout ça, les effets des pesticides sont souvent difficiles à décorréler, notamment au niveau des communautés microbiennes. Je dis bien des communautés microbiennes, qui sont fortement influencées par les autres facteurs majeurs que sont justement les rotations et les apports organiques. Donc là, il faudrait très très gros jeu de données pour pouvoir décorréler ceci. Alors, qu'est-ce que l'on sait rapidement par rapport aux effets des pesticides? Je vous donne les grandes lignes sur les communautés microbiennes, je dis bien. Donc les effets sont souvent indirects, ils peuvent être négatifs ou positifs. Ça dépend de la molécule, ça va dépendre de l'activité, c'est assez en effet flou, je vous l'accorde. Les effets des fongicides, par exemple, peuvent s'observer avec des toxicités directes sur les champignons. Généralement, les fongicides ne seront pas forcément très toxiques pour les bactéries, de façon directe, je dis bien, mais de façon indirecte, ça peut changer. Et en fait, les effets des fongicides sur les champignons, et voire même les nématodes ou les protozoaires, peuvent induire finalement, via les nématodes et les protozoaires, une diminution de la prédation, et par conséquent, finalement, favoriser les communautés microbactériennes. Et c'est pour ceci que dans certains cas, on peut observer des effets positifs sur des activités bactériennes, par exemple, suite à l'application de fongicides. Ça, c'est plutôt des approches labo qui révèlent ceci. Au niveau des herbicides, ce qui a été montré au labo, mais aussi au terrain, c'est qu'on peut avoir finalement un effet indirect sur les communautés, simplement
par un apport immédiat et très important de résidus de récolte, toute la biomasse adventice qui a été tuée et qui a été éradiquée, et ainsi finalement stimuler un recyclage de cette matière organique et donc accroître de façon transitoire les dégagements de CO2. Il y a une méta-analyse qui est sortie sur le sujet par rapport au glyphosate et à la minéralisation des sols l'année dernière, qui montre en effet qu'on a une corrélation positive entre la quantité de glyphosate appliquée et les minéralisations du carbone du sol. Enfin, l'effet des pesticides sur les communautés microbiennes souvent s'atténue dans le temps. Selon les conditions, qu'on soit en labo ou au champ, en tout cas en labo, ça peut s'atténuer assez rapidement. Ceci du fait de la dissipation du pesticide ou alors de sa chélation, même s'il est encore là, il est chélaté et non disponible. Et finalement, de fait de cette diversité, les communautés microbiennes vont pouvoir finalement recoloniser, vont pouvoir, par également complémentarité fonctionnelle, assurer les fonctions qui éventuellement ont été impactées initialement dans un laps de temps, finalement récupérées sous des temps de 1 à 2 mois. Voilà, donc qu'est-ce qui peut finalement augmenter les effets des pesticides? Par rapport à ça, c'est plutôt les mélanges entre molécules. Donc ça, c'est évident que les mélanges entre molécules, mais également les applications successives peuvent accroître ces effets qui sont souvent caractérisés molécule par molécule, notamment dans les approches d'évaluation des risques. Également les pratiques intensives qui sont souvent associées à l'épandage de pesticides, telles que les fertilisations ou les monocultures. On a des exemples en effet où les fertilisations azotées conjuguées aux pesticides perturbent plus durablement le fonctionnement microbien des sols. Et maintenant, quel levier actionner finalement pour réduire ces usages ou ces effets? Donc les effets sont souvent plus limités dans les sols riches en matière organique. Ça recoupe un petit peu les résultats qu'on a vus dans la publication avec le non-travail du sol. On a beau avoir des pesticides, finalement, tant qu'on a du carbone de la matière organique, au moins au niveau microbien, on peut avoir une récupération, même une absence d'effet. Et également dans les agricultures, les amendements organiques. Et l'allongement des rotations également et la complémentarité des cultures, là on agit en double, on réduit dans bien des cas les usages, et puis on va également favoriser la diversité et favoriser sa stabilité, sa résilience par rapport à d'autres espèces. Voilà, merci de votre attention, et puis Céline peut bien nous raconter juste un dernier point, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces questions de vie biologique, diversité biologique des sols, il y a 2 colloques assez, je pense, très très pertinents sur le sujet, qui sont organisés réciproquement, le premier à Dijon et ensuite le second à Montpellier à Eco et Sol, donc par des unités spécialistes du sujet. Donc si vous voulez noter et vous y rendre, à mon avis, vous trouverez des informations beaucoup plus complètes, et puis sur 1 ou 2 journées, vous aurez des choses très, très complètes. Merci. Donc moi je vais vous parler du volet vers de terre, suite à la présentation d'Olivier. Et du coup, je vais simplement vous raconter un peu d'où je viens et pourquoi j'ai cette stratégie de recherche. En fait, j'ai travaillé, je suis écologue à la base, donc j'ai travaillé sur les fonctions des organismes du sol et les fonctions qu'ils assurent au sein du compartiment sol. Ensuite, j'ai fait une thèse en agroécologie à l'INRA, où j'ai étudié l'impact des pratiques de culture, plus particulièrement du labour et un petit peu des pesticides sur cette vie du sol, et aussi l'effet de systèmes de culture dans leur globalité, en étudiant les systèmes conventionnels et les systèmes plus alternatifs. J'y reviendrai dans la présentation. J'ai fait ensuite un postdoc en écologie du paysage. Donc là, j'ai changé un petit peu d'échelle. Je me suis intéressée un petit peu à la façon dont l'environnement parcellaire pouvait influencer. Alors, il n'y a pas du tout de pesticides ou quoi que ce soit, c'était vraiment la biodiversité. Comment les éléments du paysage influençaient la biodiversité dans les milieux agricoles. Et puis ensuite, en 2011, j'ai été recrutée à l'INRA en tant que chargée de recherche pour travailler en écotoxicologie terrestre. Et donc j'ai orienté mon projet de recherche vers les pesticides, puisque j'avais une sensibilité particulière au contexte agricole, horticulture. Donc voilà, ça fait 7 ans que je travaille en écotoxicologie terrestre à Versailles, et plus particulièrement sur les pesticides. Alors dans ma présentation, je vais tout d'abord vous parler brièvement de la biologie des lombriciens et de leur intérêt, des fonctions qu'ils assurent. Et puis ensuite, je discuterai un tout petit peu des pratiques, de l'effet des pratiques de culture et des systèmes de culture en faisant un focus sur les pesticides. Alors, les vers de terre, ce sont des annélides oligoquettes. Donc ça veut dire qu'ils sont annelés, on voit bien sur la photo. Donc ils sont composés de segments, on voit ici. Et puis, là on ne voit pas sur la photo, mais ils ont des soies sur chaque segment
qui leur permettent de s'agripper, ressentir, se diriger, plein de choses, se reproduire, ils s'accrochent aux partenaires. Donc il y a différents critères morphologiques qui nous permettent de les reconnaître à l'espèce. Ici, c'est l'espèce la plus connue, c'est le lombric des jardins. Et puis, du coup, il y a à peu près 5000 espèces dans le monde, environ 150 espèces en France, et une quinzaine qui est relativement commune, qu'on trouve voilà, dans différents types de milieux à travers le territoire et plus généralement en Europe. Alors, le cycle de vie d'un ver de terre basique, c'est un événement de reproduction, donc en surface ou dans le profil de sol. Donc ceux-là, c'est sûr que c'est plus facile à faire la photo dans le profil. Donc on joue les voyeurs à la surface. La reproduction, donc un événement de reproduction. Donc là, c'est l'exemple du lombric terrestre, du lombric commun, donc qui a un cycle de vie relativement long, puisqu'il faut 1 an, un cycle de vie d'1 an. Donc il y a production ensuite d'un cocon, qui est comme un petit œuf, quoi, qui va être émis dans le sol et qui va avoir un temps de maturation nécessaire en fonction de plein de variables différentes, la façon dont les parents se sont nourris, les conditions pédoclimatiques dans lesquelles il évolue, etc. Les stress qu'ont subi les parents aussi. Et donc il va y avoir l'éclosion d'un juvénile qui ne ressemble absolument pas à ça, ça il est déjà très gros, donc c'est tout petit, et puis il va grandir, acquérir des caractères sexuels qui vont lui permettre d'avoir cette fameuse bague là qu'on voit sur les vers de terre, qui s'appelle clitellum et qui lui permet de se reproduire. Et donc il y a 2 grosses périodes d'activité des vers de terre, le printemps et l'automne. C'est pour ça que généralement on échantillonne les vers de terre à ces périodes-là. Et puis entre les deux, il y a l'hiver et l'été. Donc là, ce sont des périodes qui sont, les vers de terre craignent beaucoup le sec, c'est le plus qu'ils craignent, la chaleur, le froid. Donc, ils ont des gammes préférentielles de conditions climatiques dans lesquelles ils sont en pleine activité. Et sinon, comme ils ont l'épiderme, ils ont une respiration cutanée et qu'ils ont besoin d'avoir l'épiderme humide, et comme ils n'ont pas de processus de résistance à la sécheresse, eh bien, ils arrêtent leur activité quand il fait trop sec. Donc, on voit ici que c'est très sec. Donc, ils vident l'intestin, ils excrètent du mucus, ils se mettent dans une logette et ils attendent que ça se passe. Et quand les conditions redeviennent meilleures, ils se remettent en activité. Alors, il y a 3 catégories écologiques de vers de terre, assez globalement. Il y a, alors, elles sont basées sur ces catégories écologiques sur des critères morphologiques, des critères comportementaux, essentiellement. Donc, on connaît les gros vers de terre. Donc là, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, le Lombricus terrestris. Il a la particularité d'avoir la queue en fer de lance, queue plate en fer de lance. Donc eux, les anéciques font des galeries relativement larges, jusqu'à peu faire jusqu'à 1 cm, voilà, c'est pour les individus. Et puis donc ils font des allers-retours entre la surface et les profondeurs pour chercher la nourriture. Voilà, c'est leur lieu de vie, leur galerie. Donc ce sont des vers qui sont colorés, qui sortent finalement peu en surface, sauf pour se nourrir. Et puis, quoi dire, ils se nourrissent de matière organique, souvent peu dégradée en surface, et donc ils enfouissent cette matière organique, donc ils fragmentent, ils participent à la fragmentation de la matière organique peu décomposée. Ensuite, donc les endogés, alors comme leur nom l'indique, ils vivent dans le sol, donc ils ne sont pas colorés, puisqu'en fait ils ne sortent pas en surface, et que finalement la coloration c'est une adaptation à l'évitement de la prédation. Donc ils restent dans le profil de sol, ils sont roses, blancs, et puis ils ingèrent une matière organique plus ou moins décomposée dans le sol. Plus ils vivent près de la surface, plus ils ingèrent une matière organique fraîche. Et donc, eux, ils creusent un réseau de galeries horizontales ou subhorizontales qui participent, qui finalement est simplement un chemin, c'est pas du tout leur habitat, et participent à la création d'une porosité assez importante dans le sol. Et enfin, les épigées, donc ce sont des vers de petite taille, de couleur sombre, qui vivent en surface, dans le mulch, souvent. Donc, ils sont très impliqués dans la dégradation de la matière organique fraîche. Et donc, ils ne créent pas vraiment de réseau de galeries puisqu'ils ne s'enfoncent pas nécessairement dans le sol. Ils sont peu présents en zone agricole, en sol cultivé, puisqu'il y a une période où les sols sont nus et ils ne sont pas très friands de tout ça. Mais on en trouve quand même. Alors,
Quels sont les intérêts et les fonctions des vers de terre? Bon, vous devez quand même avoir une petite idée. Alors, ils sont impliqués à la fonction agrologique qui sont nécessaires à la durabilité des agroécosystèmes, puisqu'en fait, ils participent de l'évolution de la structure du sol. Ils vont créer un réseau de galeries de différentes tailles. Et donc, ça va jouer sur l'aération du sol, la pénétration de l'eau, les éléments, la pénétration des racines, des plantes. C'est un passage privilégié pour les racines des plantes. Ils jouent également sur l'évolution de la matière organique, puisqu'ils sont fortement impliqués dans donc, la fragmentation de la matière en décomposition. Et puis, ils vont en fait rendre, de par le passage au niveau de l'intestin, ils vont rendre assimilables par les plantes et micro-organismes un certain nombre de nutriments qui va faire que ça va booster les autres organismes du sol. Donc, voilà. Alors, cette fonction de laboureur, d'enfouissement des matières organiques et de création de la porosité, c'est connu de longue date, puisque Darwin avait s'était pris d'amour pour les vers de terre. Il avait écrit un bouquin carrément sur les vers de terre. Et donc, il expliquait, bon, j'ai traduit, que la charrue, c'est l'une des inventions les plus anciennes et les plus précieuses de l'homme, mais que bien avant son existence, la terre était labourée et continue d'être labourée par les vers de terre. Alors là, c'est pour illustrer un petit peu, bon, c'est pas à l'échelle, la plante et la galerie, vous doutez, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se représente dans le système. Donc les vers de terre créent des rejets, qu'on appelle des turicules, en surface ou dans les galeries, donc pour les anéciques, là c'est l'exemple des anéciques avec les grosses galeries verticales connectées à la surface, c'est ça qui est relativement important. Et donc ils consolident les parois de leur galerie en faisant les rejets, avec les passages en fait, ils tassent les murs et puis ça consolide la galerie, c'est quelque chose de très stable et de très, très solide. Et donc ce sont les microcytes qui sont favorables aux racines et aux micro-organismes. C'est ce qu'on appelle la trilosphère, c'est la zone d'influence du ver de terre par rapport au sol environnant. Donc les racines, elles peuvent passer par les galeries de ver de terre, on voit souvent ça, et puis il y a des échanges d'eau, d'oxygène, etc. Voilà, donc qu'est-ce que je n'ai pas dit? Les effets indirects. Ça, ce sont les effets directs, physiques, chimiques. Il y a aussi des effets indirects, puisqu'il y a des gens qui ont montré que des vers tropicaux et une culture de pois dans une culture de maïs, ça permettait d'augmenter le rendement du maïs. Alors, bien sûr, il y a plein de boîtes noires dans ce que je vous raconte, mais il n'y a pas que des effets directs, il y a des effets d'induction, par exemple, de l'expression de certains gènes qui font que les plantes sont parfois moins sensibles à la présence de nématodes quand il y a des vers de terre. C'est des histoires d'activation de gènes, on pense au travers du mucus qui sécrète. Alors, également, ils ont un rôle important d'indicateur et c'est en ce sens qu'on les utilise, enfin que je les utilise en tout cas. Donc, ce sont des indicateurs biologiques de la qualité du sol et de la biodiversité. Et puis, ils renseignent aussi des impacts environnementaux des systèmes de culture. Donc, Olivier vous l'a dit, les indicateurs, c'est une espèce ou un groupe d'espèces dont la présence et l'absence et éventuellement l'occurrence renseignent d'un état du système et d'activité qu'on veut mesurer, quelle qu'elle soit. Donc là, je vais parler donc, des impacts des lombriciens sur les caractéristiques du milieu, et puis je vais vous parler maintenant des pratiques de culture, donc plutôt utilisation de phyto, mais avec comment on fait avec les effets confondants sur les communautés, les populations lombriciennes. Et en fait, quelques chiffres pour commencer. Donc, dans une prairie, voilà, qu'on ne touche pas, qu'on ne retourne pas, qu'on laisse tranquille pendant des années, on peut atteindre une abondance, c'est-à-dire une densité, donc une abondance par mètre carré de 1000 individus. On peut trouver 1000 individus par mètre carré de vers de terre, de toutes tailles différentes. Et puis, on peut arriver sur... donc en forêt, il y en a moins, et puis après, sur des cultures qui peuvent être un petit peu intensives au niveau du travail du sol, et puis pratiques en général, comme l'arboriculture, les vignes, les grandes cultures céréalières, on peut arriver à des chiffres qui sont en dessous de 50 individus par mètre carré.
avec une diversité qui va de 1 à 16 espèces, hein, une parcelle intensive du plateau du bassin parisien où on est à 3 espèces, et puis on sait à peu près lesquelles c'est, quoi. Et puis ça peut aller jusqu'à 16 espèces dans les prairies, voilà. Et puis on est souvent entre, je dirais, 2 et 6, oui, ou plutôt 3 et 10, quoi. Alors, ça c'est pour l'exemple de la prairie permanente non traitée qu'on ne retournerait pas pendant de nombreuses années. On peut trouver une dizaine d'espèces, en moyenne de 150 à 400 vers par mètre carré. Bien sûr, ça peut être plus, mais voilà. Donc ça correspond à 1,5 à 4 millions de vers par hectare, et donc 1 à 3 tonnes de vers par hectare. Donc ça peut représenter pas mal. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est surtout la quantité de sol que ces animaux vont ingérer. Ça passe par l'intestin. Donc, il y a quelqu'un qui avait dit un chercheur qui avait dit qu'en 10 ans, tout le sol d'une prairie est passé par l'intestin des vers de terre. Et puis donc ça creuse des galeries, donc ça fait des milliers de kilomètres de galeries par an, par hectare, et par an, ou voilà, plus longtemps. Alors, dans les parcelles cultivées, il y a bien sûr des pratiques en interaction qui vont impacter ces populations et ces communautés. Alors, il va y avoir alors en rouge quand c'est méchant, en bleu quand c'est plutôt gentil pour les vers de terre. Donc c'est très caricatural, donc c'est pas si simple que ça. Il y a un gradient de ces pratiques, bien sûr, hein, vous le savez. Donc les perturbations physiques comme le labour, ça a tendance, on dit que ça diminue les populations de vers de terre, c'est pas tout à fait vrai, on y reviendra, ça peut ne pas être vrai. En tout cas, ça dépend des espèces. Les produits phyto, donc là, ça peut difficilement les augmenter, quoique il y a certains herbicides qui finalement, il y a des études qui montrent qu'il y a des herbicides qui favorisent en fait le retour de la végétation au sol et donc plus de nourriture pour les vers de terre. Ça, c'est possible aussi. La réduction de la matière organique des sols, et puis ce qui est plutôt positif, c'est l'irrigation, parce qu'ils sont très sensibles à l'état hydrique des sols, et puis la fertilisation organique, si c'est pas trop chargé en contaminants. Donc voilà, c'est pour illustrer un petit peu aussi que l'aspect rotation, c'est très important. Il y a beaucoup plus de vers de terre dans une... là, c'est la prairie versus le maïs. Hein, donc, bien sûr, on voit qu'à la fois, il y a moins d'individus dans la monoculture de maïs, mais également qu'il y a une perte de diversité et une tendance à avoir une dominance de certaines espèces par rapport à d'autres, ce qui n'est pas forte. Ce qui n'est pas très intéressant, puisque s'il y a un événement extérieur qui fait disparaître cette population, on voit qu'on est à des chiffres, on peut se retrouver à des chiffres très bas. Et puis, donc voilà, les rotations de culture, la longueur des rotations de culture, ça va jouer aussi beaucoup sur les vers de terre. Alors, ça passe ou ça passe pas. Donc voilà, en plus de toutes ces pratiques qui sont en interaction, il y a tous les autres facteurs du milieu, à savoir le climat, le pH, la texture du sol, la végétation, les interactions biologiques, donc les individus de la même espèce, du même groupe taxonomique et les autres individus, puisque par exemple ils sont sujets à pas mal de prédation, les vers de terre. Et puis voilà, donc c'est difficile d'isoler complètement l'effet des différentes pratiques, mais on trouve des solutions, on essaye de trouver des solutions. Alors, parmi les pratiques qui influencent le plus les vers de terre, c'est quand même le travail du sol, je dirais, qui touche certains groupes, et les pesticides qui touchent d'autres groupes finalement. Alors là, je vais faire plutôt le focus sur l'écotox, puisque c'est vraiment là-dessus que j'ai axé l'intervention. Alors l'écotoxicologie, elle est née dans les années 60, en fait, suite à la publication du livre de Rachel Carlson, donc The Silent Spring, le printemps silencieux, qui a mis en évidence la dangerosité d'un certain nombre de produits produits phytosanitaires pour l'homme et son environnement. Donc il y a eu alors c'est là tous les bugs, vous allez voir. Donc ça a conduit en fait à la mise en place d'un certain nombre d'une réglementation en fait pour tenter de limiter les impacts. Et puis avec des tests à faire avant la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Voilà. Et donc tout ça a conduit à l'émission de normes et de valeurs de référence à destination des évaluateurs de ces risques. Et en parallèle, s'est développé
la discipline de l'écotoxicologie, qui est une science multidisciplinaire qui intègre la toxicologie et l'écologie. Et la définition théorique de l'écotoxicologie, c'est le devenir, elle s'intéresse donc au devenir et aux effets des contaminants sur les organismes biologiques à différents niveaux d'organisation du vivant, de la molécule jusqu'aux écosystèmes. Et donc ça, c'est une super définition. Malheureusement, en fait, les conditions dans lesquelles est née l'écotoxicologie s'est révélé un peu réducteur, puisque beaucoup des études qui ont été réalisées en écotoxicologie, en tout cas terrestre, voilà, pour l'aquatique, donc je pense qu'il y a quand même une similitude, elles sont réalisées donc, sur la base de conditions standardisées, donc sur la base des recommandations des normes internationales, donc en conditions standardisées, sur des espèces modèles qui ne sont pas toujours présentes en champ cultivé, voilà, qui ne sont pas toujours présentes, en tout cas c'est le cas pour les vers de terre. Cette espèce, c'est donc Eisenia foetida, c'est une espèce de compost qu'on ne trouve pas dans les sols minéraux. Et puis donc les tests ils sont réalisés sur du sol artificiel qu'on ne trouve pas dans les champs cultivés. Et puis sur des adultes, à dire que dans les champs cultivés, il y a aussi des cocons, il y a aussi des juvéniles, il y a tout un tas de stades de vie différents. Alors, il y a toute une littérature quand même qui s'intéresse à des doses importantes avec des molécules pures. Alors, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et puis, les tests, la plupart du temps, sont courts. En tout cas, les durées qui sont recommandées dans ces tests, dans ces normes internationales, elles sont relativement courtes. Et donc, ça ne permet pas toujours d'appréhender les effets. Et finalement, l'écotoxicologie a posteriori, c'est-à-dire a priori, c'est l'évaluation avant la mise sur le marché des produits, et a posteriori, c'est l'évaluation par les scientifiques, en fait. Une fois que les produits sont sur le marché, de manière dont ils sont évalués. Alors, pour les vers de terre, on voit qu'il y a un lourd héritage des normes, puisque 80% des études qu'on trouve dans la littérature sur les pesticides concernent l'espèce Eisenia foetida qui est recommandée dans ces normes, qui n'est pas présente dans les milieux naturels. Sur des molécules qui, bien souvent, ne sont plus utilisées en Europe, alors c'est intéressant, parce qu'il y en a qui sont toujours dans les sols, là, on le sait, on l'a entendu encore ce matin. Mais bon, il y a d'autres molécules quand même qui présentent des intérêts et qui mériteraient quand même d'avoir des études qui portent dessus. Et puis, souvent, c'est des fortes concentrations, on est très loin des doses recommandées. Donc finalement, bon, ça, c'est intéressant, ça amène des éléments de compréhension, mais quid des effets dans la vraie vie, c'est-à-dire les doses recommandées, avec des expositions chroniques sur des espèces qui vivent dans les champs, dans des sols qu'on trouve dans les champs, avec des formulations commerciales. Voilà. Toute cette approche-là, c'est une stratégie que je développe dans mes projets de recherche. Et en fait, on essaie de s'intéresser aux mécanismes au niveau infra-individuel et individuel qui vont conduire à des effets sur la dynamique des populations et au-dessus, sur les communautés, sur les fonctions que remplissent ces organismes. Donc de se dire, à partir du moment où une molécule est mise, est appliquée dans un champ, que se passe-t-il du moment où elle est appliquée jusqu'au moment où elle a potentiellement des impacts sur les fonctions? Alors bon, c'est très ambitieux comme question, mais voilà, on essaye de s'y attaquer par différentes méthodes. Alors, pour ce qui est du labo, parce qu'en fait on est du labo jusqu'au champ, on travaille sur des espèces qui sont présentes en conditions naturelles, sur du sol naturel, des doses réalistes, des formulations commerciales. Et ces formulations commerciales, elles se veulent représentatives des usages en culture céréalière. Et on essaye de les choisir en fonction des effets potentiels qu'elles pourraient avoir sur les vers de terre. C'est-à-dire qu'on compare en fait les valeurs toxiques de référence qui sont données dans la littérature, souvent par les tests a priori, en fait. Et puis on compare ça aux doses recommandées, et des fois même on se rend compte que les doses recommandées, elles sont supérieures aux valeurs toxiques qu'on trouve dans les tests. Alors là, c'est pour vous illustrer le fait que les pesticides ils peuvent toucher donc les vers de terre à tous les niveaux d'organisation et qu'on peut mesurer à tous les niveaux d'organisation. Donc là, c'est au niveau infra-individuel et individuel. On voit que il y a des tests à différentes concentrations, donc ça c'est une revue bibliographique, et qu'il peut y avoir en jeu l'intégrité des membranes cellulaires ou des réponses au niveau des activités enzymatiques, qui sont des réponses donc, de la part des vers de terre à des stress chimiques.
donc avec des effets au niveau génétique, cellulaire, enzymatique, donc vraiment à des niveaux subindividuels, ou qui sont mesurés sur un individu, mais qui s'intéressent pas à l'individu dans son ensemble, aux cellules, à l'ADN. Donc là, c'était simplement quelques photos pour vous montrer que plus on augmente la dose et le temps d'exposition, et plus on voit au niveau des cellules intestinales de ce ver de terre qui est exposé à l'imidaclopride, c'est le bazar, quoi. Il y a des disruptions cellulaires, voilà, donc on voit qu'il y a des troubles physiques liés à l'exposition des vers de terre, des doses croissantes et à des temps d'exposition croissants. Et en fait, ces dommages-là, on se dit, alors ce qui nous intéresse, c'est le lien entre ces dommages au niveau infra-individuel et également la manière dont la présence d'un pesticide va détourner l'énergie, puisque l'animal va normalement attribuer l'énergie dont il tire de la nourriture pour survivre, se développer, se reproduire. Au moment où il est exposé et qu'il voit le pesticide, il va devoir faire quelque chose et il va devoir allouer une partie de l'énergie à la prise en charge de ce pesticide, ce qui fait que potentiellement il peut y avoir des effets sur ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire la croissance, la mortalité, la reproduction, puisqu'il ne peut pas allouer toute son énergie à ses fonctions vitales. Donc là, on avait fait une revue bibliographique qui montrait effectivement qu'il y avait des effets à dose recommandée sur les vers de terre, sur ces traits d'histoire de vie. Et je vous illustre le cuivre parce que bon, c'est quand même assez flagrant. Donc là, on a exposé un des vers les plus représentatifs des sols d'Europe, à du cuivre, à différents stades de développement. Donc là, c'est un stade très petit, ils sont sortis du cocon. Donc c'est pas du tout lui en fait, hein, c'est le bébé. Et on a vu qu'à partir de, alors ce qu'on a appelé 10 fois la dose recommandée, c'est-à-dire que nous on a considéré que c'est 4 kg par hectare, donc à 77,5 mg de cuivre par kilo, on n'a plus du tout de croissance du juvénile, donc pendant 200 jours, il reste comme au sortir du cocon, quoi. Et à ces concentrations-là aussi, on voit des effets très nets sur la reproduction. Enfin là c'était à 30 fois la dose agronomique, mais bon, le cuivre étant persistant, c'est des doses qu'on peut retrouver dans le sol. Il y a des effets sur la production de cocons et le temps que les cocons mettent à éclore. Donc ça va avoir des impacts sur, au niveau populationnel, sur le niveau des populations dans les champs. Et en fait, on a essayé de mettre au regard des relations statistiques. On a essayé d'établir des relations statistiques entre les indicateurs de pression. Donc on a utilisé l'indice de fréquence de traitement phytosanitaire. Bon, je passe parce que on n'a pas trop de temps. Je fais l'hypothèse que vous connaissez l'IFT. Et puis un indicateur d'impact. Donc là on a choisi la densité de 3 espèces de vers de terre qui est plus ou moins en contact avec la surface du sol. Parce qu'on a fait l'hypothèse que plus les vers de terre sont en contact avec la surface et plus ils sont négativement affectés par la présence de pesticides et donc par ces IFT. Et c'est ce qu'on a constaté. Donc on a une décroissance de la densité de population de on a utilisé ces 3 espèces de vers de terre, un épigée très exposé, un anécique qui se nourrit en surface et un endogé qui vit dans la surface. Et on a vu que plus les IFT augmentaient, plus on diminuait les densités de ces 3 espèces de vers de terre. Et donc on a vu une décroissance significative, puisqu'il peut y avoir des mortalités. Donc ça, ce sont des données de terrain, puisqu'on a fait des enquêtes pour avoir les IFT. On avait 15 parcelles en agriculture biologique, 15 parcelles en agriculture conventionnelle. On a prélevé les vers de terre dans ces parcelles-là, et on a mis les densités obtenues au regard des IFT rapportées par les enquêtes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'espèce qui vit dans le mulch, en fait, eh bien, c'est elle qui est la plus affectée par une augmentation des IFT. Alors, on avait fait les IFT totaux, herbicides, fongicides, là c'est les IFT totaux, mais c'est valable pour les autres également. Et en fin de compte, donc celle du mulch la plus exposée, l'anécique qui se nourrit en surface ensuite, et puis celle qui vivait dans les premiers centimètres de sol. Et donc plus les espèces sont en contact avec la surface, plus elles sont affectées par la présence de pesticides, par l'utilisation des pesticides. Et
Et en fait, quelle que soit l'espèce, on voyait que c'était les insecticides qui avaient le plus fort effet. Donc on s'était dit à l'époque que c'était là qu'il y avait peut-être un levier pour, voilà, si ça intéresse quelqu'un, de remonter les niveaux de vers de terre dans les champs, et ben les insecticides, ils sont à privilégier au niveau des actions. Et alors on a fait une petite simulation sur la base des modèles qu'on avait utilisés pour se dire, alors là on était en 2014. Donc on avait encore de l'espoir pour le plan éco-phyto, on s'était dit, si on diminue de 50% les pesticides d'ici 2018, eh ben, on pourrait augmenter de 4 fois les vers de terre de surface et puis environ 1,5 fois les densités des 2 autres espèces de vers de terre, donc au niveau fonctionnel, des choses assez prometteuses. Alors au niveau de la communauté, donc il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau de la communauté. On a travaillé donc à la cage, on a déjà entendu parler, Mélanie en a parlé. Ce matin, tout à l'heure. Donc on a comparé en fait les communautés de vers de terre dans 3 systèmes de culture, donc un biologique, un productif et un système sous couvert végétal permanent. Comme tu les as présentés, je ne reviens pas spécialement dessus. Donc c'est le dispositif de la cage à Versailles qui a été mis en place en 1997. Donc la personne qui gère l'essai est dans la salle d'ailleurs. Et donc, on avait fait des prélèvements à 2 périodes. Donc, en 2005, 2006, 2007, c'était ce que je considère être la première période. L'essai avait 9 ans de différenciation, 9-10 ans de différenciation. Et puis, je suis revenue en 2011, 2012, 2013. Donc là, l'essai avait environ 15 ans de différenciation. Et donc, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus. Donc, ça, c'était les travaux que j'avais fait pendant ma thèse. Donc, on avait vu que, en fin de compte, dans les 3 systèmes, labourés ou non, pesticides ou non, on avait les mêmes densités de vers de terre. Par contre, on avait des gros écarts en termes d'espèces présentes, puisque finalement, c'est les gros vers de terre anéciques qu'on retrouvait préférentiellement dans le système non labouré avec le mulch en surface. Et puis, dans le bio et puis le conventionnel, bon, ils avaient tous les deux du travail du sol, ils ont travaillé 2 années sur 3, parce qu'ils ne sont pas travaillés derrière le poids. Et ben, on n'avait aucun écart entre le bio et le conventionnel en termes de densité pour les différents groupes. Pareil pour la biomasse, le bio et le conventionnel, on n'avait pas vu d'écart. À l'époque, ils étaient pareils pour tous les groupes. Bon, le SCV, il y a une biomasse beaucoup plus importante, puisque comme il abrite les gros individus vers de terre, forcément la biomasse est plus importante. Alors à l'époque, j'avais conclu que le SCV il y avait plus de biomasse et de diversité qu'en conventionnel, et que le bio et le conventionnel, ils étaient en fait dans un mouchoir de poche. Et puis j'avais conclu que le travail du sol et la disponibilité en matière organique ont un effet plus important que l'application de pesticides. Alors je le pense toujours, puisque le fait le travail du sol affecte les gros vers, donc il y a des effets mécaniques avec une destruction de l'habitat et une exposition à la prédation. Et par contre, le travail du sol peut aussi favoriser certaines espèces de vers de terre, parce que ça enfouit les résidus de culture dans le profil, et ça peut profiter aux endogés. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'écart de densité de population, une compensation par les endogés qui profitent du labour. Et puis les pesticides, bon, j'avais pas trop conclu, j'avais dit, bon, les pesticides, pas trop d'effet, puisque manifestement, en bio et en conventionnel, on est dans la même gamme. Et en revenant donc à la deuxième période, donc après 15 ans de différenciation de l'essai, on a eu des résultats très différents, puisque donc, le SCV, c'est-à-dire le système sans labour avec le mulch, lui, il a continué d'augmenter énormément, il n'était pas du tout à l'équilibre au moment où on est venu, et on obtient quand même des densités de population à 400 vers par mètre carré, ça commence à faire beaucoup. Et le bio, alors là, lui, il avait été multiplié par 4. C'est-à-dire qu'on avait des vers de surface, des épigées qui étaient revenus, voilà, encore plus même si c'est pas significatif, vous voyez quand même qu'on est à presque 600 individus par mètre carré, c'est énorme. Et puis le conventionnel, lui, il n'avait pas bougé entre les 2 périodes, là, on voit, aussi bien en biomasse ici qu'en densité ici. Ici c'est statu quo, et puis en bio et en système sous couvert végétal, ça avait explosé. Alors, on s'était dit, finalement, il y a eu une forte augmentation dans le bio, et le bio, il se rapproche beaucoup plus du SCV pendant la deuxième période que du conventionnel. Alors, on s'était dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Peut-être un effet luzerne en bio, puisqu'il y avait eu 2 années de luzerne,
avant le prélèvement de la deuxième période, mais finalement, en cherchant bien, il y avait eu aussi 2 années de luzerne en 2005 quand on était venu pour la première période. Et puis après, voilà, on a tourné ça dans tous les sens et on s'est dit, probablement, il peut y avoir un effet en fait, négatif des pesticides qui avaient été appliqués avant 97, parce que j'avais demandé à la personne qui gérait l'essai les itinéraires techniques. C'était assez impressionnant quand même avant la mise en place de l'essai. Et donc des produits plus toxiques, plus persistants, plus fréquemment appliqués à des doses plus fortes que maintenant, des métabolites, et puis des effets à long terme, parce que des effets sur la croissance, la reproduction, les animaux qui donc mettent du temps à s'en remettre, et aussi un temps nécessaire pour recoloniser la parcelle, sachant que là l'essai est entouré de bandes enherbées, de forêts, de tout ce qu'on veut, donc tout loisir de revenir. Quand on est sur une grande plaine céréalière et qu'on passe au bio, avant qu'il y ait les animaux qui reviennent, il faut du temps. Donc finalement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quand on passe d'un système à un autre, surtout quand on change la chimie du milieu, il faut une période de transition de plusieurs années. Donc là, moi, il a fallu plus de 10 ans pour que les populations commencent à se retrouver bien dans le milieu. Quand on arrête le labour, c'est rapide. Quand on arrête les pesticides, c'est plus long. Et donc, ça met en évidence l'intérêt de considérer des essais à long terme pour évaluer l'impact des systèmes de culture sur la biodiversité, pour ne pas commettre d'impair. Et donc, pour finir, juste pour dire que cette récupération des populations qui se passe au niveau de la parcelle, finalement, enfin, cette récupération des populations, elle se fait à 2 niveaux d'intérêt pour l'agroécologie, qui devraient être intégrés de façon cohérente dans les approches. C'est la parcelle, puisque en fait, ça va repartir d'une dynamique de population, il y a un niveau de base, et puis sur la base de les vers de terre ne sont plus embêtés par les pesticides, et ben ça repart, plus de reproduction, etc. Mais ça prend du temps. Et aussi, comme je vous le disais, d'une recolonisation. Donc là, ça met en jeu les éléments non cultivés adjacents ou les parcelles adjacentes qui sont cultivées différemment. Et donc, on s'intéresse dans des projets en écotoxicologie du paysage, à la manière dont l'organisation du paysage module la biodiversité et les processus écologiques, mais aussi la distribution spatiale des contaminants, donc les flux de contaminants organiques dans les paysages, l'exposition des organismes vivants aux contaminants, donc ces vers de terre, carabes et micro-mammifères. Voilà. Et puis, l'idée c'est de comprendre les effets et d'utiliser, donc d'avoir des leviers d'action pour favoriser la biodiversité et limiter à la fois les transferts horizontaux des pesticides dans les zones non cibles et les organismes non cibles, et les impacts négatifs sur les organismes et les chaînes trophiques. Donc, essayer de comprendre pour agir au niveau des paysages agricoles. Voilà, merci pour votre attention.